Când se conectează giù Ok. fisicamente. Vous me l'ouvrez? Ceux que je n'avais pas encore vus, celles et ceux que... Quelques instants. Bon, bah je vous remercie d'être présent pour cette première conférence de presse d'Audrey Pulvar et la liste Île-de-France en commun. Comme nous avons déposé la liste hier, le 10 mai, une date particulière. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'être présents nombreux. Et puis nous aurons d'autres rendez-vous régulièrement avec Audrey pour présenter un certain nombre de choses. Donc je laisse la parole maintenant à la future présidente de la région Île-de-France, Audrey Pulvar, qu'on peut applaudir si vous le voulez bien. Merci, merci. Je ne sais pas si je ferai aussi court que Rachid. D'ailleurs, comme mes ex-confrères et consoeurs ont l'habitude de travailler à l'horloge, et moi aussi, et que je n'ai pas d'horloge, j'ai pris mon chrono pour essayer d'être pas trop longue. Mais bon, comme c'est la première fois, qu'on ne s'est pas encore vu de façon aussi formelle depuis le début de cette campagne, je vais vous prendre un petit peu de votre temps, votre précieux temps quand même. Je m'efforcerai de ne pas en abuser. Bonjour à celles et ceux que je ne vois pas, mais qui sont avec nous par Zoom. Et bonjour à mes colistières qui sont là, aux membres d'Île-de-France en commun, société civile et aussi colistiers-colistières qui sont là. Et aux membres de l'équipe et à tous ceux qui ont préparé cette conférence de presse. Je suis vraiment heureuse et fière d'avoir hier déposé en préfecture pour Île-de-France en commun la liste des 209 noms de femmes et d'hommes engagés avec moi pour bâtir, avec les Franciliennes et les Franciliens, une région plus juste, plus responsable, plus bienveillante pour toutes et tous. Île-de-France en commun, c'est une liste d'hiver gauche, soutenue par 6 partis politiques de la gauche écologiste, le Parti socialiste, le Parti des radicaux de gauche, Place publique, les écolos solidaires, le MRC, la GRS. C'est une liste qui est également composée de personnalités de la société civile, des femmes et des hommes engagés. Je pense par exemple à cette agricultrice, Karine Thierry, et éleveuse bio, qui est installée en Seine-et-Marne. Je pense à
une enseignante spécialisée, Marie Limousin, qui est spécialisée dans la formation et l'accompagnement des jeunes à haut potentiel intellectuel et qui sera candidate dans le 94. Ici encore, elle est avec nous, Siem Abchi, qui sera candidate dans le 93, ancienne présidente de Ni Pute Ni Soumise, vous la connaissez bien sûr, féministe engagée de longue date, qui aujourd'hui, cher Siem, dédie sa vie et son énergie à la lutte contre l'exclusion et la précarité. Je pense aussi à Arnaud Gallet, qui nous représentera dans Paris, dans le 75. Il est anthropologue, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger et qui dédie son énergie avec ce collectif à la prévention des violences faites aux enfants et bien d'autres. Alors évidemment, les conditions sanitaires font qu'ils ne peuvent pas toutes et tous être là. Ça aurait été bien d'avoir mes 208 colistières et colistiers ici, mais évidemment, ce n'est pas possible. Ces personnes de la société civile, dont je viens de vous citer quelques cas, qui sont aux côtés de militants, de militantes encartées sur le terrain, qui sont aux côtés sur la liste d'élus sortants ou d'élus qui briguent pour la première fois ce mandat de conseiller régional. Ce sont des personnes qui, comme moi, n'appartiennent à aucun parti politique. Des citoyennes et des citoyens engagés qui décident de mettre toute ou grande partie de leur énergie au service de l'intérêt général. Et j'ai l'honneur et la responsabilité d'être tête de liste pour ce rassemblement et candidate au nom d'Île-de-France en commun à la présidence de la région Île-de-France. Je suis la seule tête de liste issue de la société civile pour ces élections régionales, ou en tout cas la seule soutenue par des formations politiques nationales. Vous l'avez déjà entendu dire, je ne suis pas une femme politique, au sens où on l'entend généralement. Je suis une femme libre avant tout, une citoyenne engagée au service de l'intérêt général, qui n'appartient à aucun parti, qui n'est la créature de personne, mais qui porte, avec ce rassemblement, l'ambition d'une profonde transformation politique de notre société et donc de l'Île-de-France. L'Île-de-France, telle que nous voulons la voir transformée, c'est une région moins fragmentée, plus cohérente dans son aménagement, plus en adéquation avec les intérêts des jeunes générations et des générations futures. Une région d'innovation démocratique avec l'Assemblée citoyenne du long terme, d'innovation sociale avec l'expérimentation à l'échelle de la région du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée et un soutien massif à l'économie sociale et solidaire et à l'économie circulaire ou encore aux productions locales et circuits de proximité. Cette région que nous voulons, c'est une région qui relocalise sa production industrielle de vaccins et de médicaments et qui assure la transition écologique et solidaire de ses entreprises. C'est une région agricole nourricière et pas seulement exportatrice, où l'on forme des jeunes et des adultes en reconversion aux métiers agricoles et à ceux de la transition écologique, où l'on retrouve du maraîchage, de la polyculture, de l'élevage, du circuit de proximité, aussi bien pour la production agricole que pour la transformation et la distribution, et une région nourricière qui assure à ses agricultrices et ses agriculteurs un revenu décent. Cette région que nous allons bâtir, ce sera une région dans laquelle on se déplace gratuitement dans des transports en commun de qualité, sûrs, réguliers, modernes, adaptés aux horaires de travail et au mode de vie d'une société profondément transformée. Je vais m'arrêter, si vous le voulez bien, sur la question de la gratuité des transports en commun parce qu'elle est centrale et qu'elle me tient un peu à cœur. La gratuité des transports en commun dans toute l'Île-de-France, une mesure que je défends depuis plusieurs mois, que présidente de région, je mettrai progressivement en place sur l'ensemble du réseau, les trains, les TER, les métros, les bus, les trams. C'est d'abord et avant tout une question de pouvoir d'achat. Pour les familles des classes populaires, pour les familles des classes moyennes, pour les jeunes, pour les personnes les plus modestes. C'est de l'argent qui restera dans les poches des franciliennes et des franciliens, jusqu'à 350 € d'économie pour tous les jeunes de moins de 18 ans et pour les 18-25 ans étudiants et demandeurs d'emploi qui, dès le 1er septembre, car ils seront les premiers concernés par cette mesure, dès le 1er septembre prochain, pourront utiliser l'ensemble des transports en commun d'Île-de-France gratuitement.
C'est aussi une mesure de très profonde transformation de nos modes de vie, de déplacement, d'aménagement du territoire au regard de l'urgence climatique et des effets ici et maintenant, déjà aujourd'hui en France aussi, des effets du réchauffement climatique, de l'augmentation de la température moyenne à la surface du globe. Ce que nous portons, c'est l'idée d'un transport en commun dans lequel l'investissement sera toujours aussi important, voire plus, pour développer le réseau, pour améliorer le maillage du territoire, pour améliorer le matériel roulant utilisé, la sécurité à bord. Nadège est là, et c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, Nadège Azaz. Et aussi un réseau sur lequel seront améliorées la régularité et la ponctualité des dessertes. Gros échec de la présidence en cours. Il n'y a pas soit la gratuité, soit la qualité. Il n'y a pas soit la gratuité, soit la sécurité. Il faut faire les trois à la fois. C'est notre ambition et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans toutes les villes qui ont mis en place la gratuité. Parce qu'elle s'accompagne d'un regain d'intérêt pour les transports en commun, de nouveaux aménagements, d'une plus importante demande de logement et à côté des infrastructures. La gratuité s'est toujours accompagnée d'une amélioration des équipements et des infrastructures. Mettre en place la gratuité des transports dès le 1er septembre de cette année pour les moins de 18 ans sur l'ensemble de l'Île-de-France et les 18-25 ans, étudiants ou demandeurs d'emploi, coûtera 109 millions d'euros cette année, puisque nous serons presque à la fin de l'année, et 329 millions d'euros en année pleine. Mettre en place la gratuité des transports pour tous, progressivement, tout au long du mandat, coûterait, à coût constant, 2,5 milliards d'euros, pour lesquels, non, aucune taxe ou nouvel impôt ne sera décidé pour les franciliennes et les franciliens. Ceux qui contribueront, ce sont les pollueurs, c'est-à-dire les transports routiers polluants qui transitent quotidiennement par l'Île-de-France. Ce sont aussi les plateformes géantes de commerce en ligne qui ne paient pas leurs impôts en France, mais nous imposent leur pollution, leur prédation de ressources naturelles, leurs encombrements sur les routes et dans les villes. Ceux qui paieront, à travers une contribution sur les grandes fortunes immobilières, ce sont les contribuables les plus aisés, et vraiment plus aisés, qui se sont vus accorder, avec la suppression de l'ISF, un surcroît de 3 milliards d'euros de revenus. Ces 3 milliards d'euros de ressources en moins pour l'État, dont 1,5 milliard rien que pour l'Île-de-France, chaque année, en déficit, il nous semble qu'il serait plus utile pour lutter contre le réchauffement climatique, pour mettre au service de tous des transports en commun gratuits et de qualité, plus utile au service de l'intérêt général plutôt qu'au service de quelques-uns, qui sont toujours les mêmes. Surtout, il faut comprendre la gratuité des transports comme la pièce d'un puzzle et non la prendre comme une mesure isolée. La gratuité des transports en commun, c'est l'inscription du transport en commun dans un schéma global de mobilité, d'aménagement du territoire, de rapprochement des lieux d'habitation et de travail et de changement de nos habitudes. En même temps que vous améliorez les transports en commun, vous installez dans chaque gare, et c'est ce que nous ferons, devant chaque lycée, chaque bâtiment administratif ou dépendant de la région, des places de parking de vélos sécurisées. Dans chacune des gares ferroviaires et routières d'Île-de-France, nous installerons au fil du mandat des dizaines de milliers de places, parce qu'il faudra bien ça. Regardez, voyez les sorties de gare dans une ville comme Copenhague ou comme Stockholm, je ne vous parle même pas d'Amsterdam, et vous comprendrez qu'il faut effectivement des milliers de places de stations sécurisées pour les vélos. Il faut par ailleurs que nos chefs et chefs d'entreprise franciliennes incitent leurs salariés à la mobilité active, transforment leur flotte, participent à la généralisation des transports en commun, par exemple en organisant ou en finançant des systèmes de petites navettes électriques dans les ZAC, les zones d'activité commerciale, et nous les accompagnerons sur ce chemin. Je vous ai parlé des places de parking de vélos, mais je n'oublie pas, bien sûr, les itinéraires. Double couloir de vélos sécurisés, pérennisation des coronapistes, transformation d'une grande partie des grands axes qui traversent les villes et évidemment mise en place du réseau RER-V. Le vélo est un outil de liberté, notamment pour les jeunes, notamment pour les enfants.
Nous devons faire de l'Île-de-France une région dans laquelle un enfant de 10 ans peut se déplacer à vélo sans que ses parents craignent pour sa sécurité. Cela signifie une très grande ambition de transformation de l'espace public, de transformation des villes. Et puisqu'on parle des enfants, un mot encore, pour vous dire que dans nos flottes de vélos en libre-service, on doit pouvoir trouver des vélos pour enfants. On doit pouvoir aussi trouver des vélos cargo et des vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Une région 100% cyclable, c'est une région dans laquelle tout un chacun, par choix, non par obligation, doit pouvoir se déplacer à vélo en toute sécurité et dans le respect des autres usagers de l'espace commun, à commencer par les piétons. La marche à pied, c'est 60% des déplacements quotidiens en Île-de-France. Les piétons ne doivent plus avoir peur de traverser un passage piéton. Ils ne doivent plus guetter avec angoisse les chauffards en voiture ou à 2 roues motorisées, les vélos taffeurs un peu trop pressés ou les utilisateurs de trottinettes un peu trop casse-cou. L'espace public est avant tout à eux, et cet espace, il faut le reconquérir, le végétaliser, y installer de l'agriculture urbaine, des rues nourricières, de l'apaisement, de la joie de vivre. Alors ils demeureront, pour être plus précise, des usages incompressibles de la voiture, des usages qui continueront d'exister. Mais nous préférons, quant à nous, privilégier le covoiturage et l'autopartage, y compris pour aller à la gare, et nous réserverons des voies sur les autoroutes pour ceux qui pratiquent le covoiturage et l'autopartage dans les véhicules les moins polluants. Nous sommes conscients également de la nécessité d'installer des parkings pour les voitures aux abords des gares, de la nécessité d'améliorer les conditions de franchissement de la Seine pour les automobilistes, de l'impératif de meilleures dessertes en bus ou en navette de département en département. Pour cela, nous lancerons dès mon élection des conférences de dessertes dans chaque département. La clé de voûte de tout ce nouveau système de transport et de mobilité, c'est le changement de notre organisation du travail. Désengorger les transports en commun, c'est facile et c'est possible si tous les travailleurs dont le poste le permet ont le choix d'1 à 2 journées de télétravail par semaine. C'est possible si nous arrivons à nous entendre avec les entreprises, les administrations, les universités, pour décaler les horaires d'arrivée et de départ et décrisper un peu les heures de pointe. C'est possible si nous rapprochons le logement et le transport du travail, si nous faisons des gares, des lieux de vie où l'on peut travailler, faire réparer son vélo, voire organiser des réunions en coworking. Désengorger les routes, c'est possible si nous favorisons le fret ferroviaire plutôt que le transport de marchandises par route et si nous développons le transport fluvial à la fois pour des passagers et des marchandises. Notre région fait face, comme le reste du pays, à une crise sans précédent qui nous a plongés dans l'incertitude et dans l'angoisse. Mais plus que le reste du pays, paradoxalement, cette région qui est la plus riche de France est aussi celle qui subit le plus fort impact d'un désastre sanitaire, social et pour certaines entreprises et leurs salariés, un désastre économique. L'épidémie de Covid, dont vous savez qu'elle frappe très durement l'Île-de-France, ce sont d'abord, et je veux que l'on s'en souvienne, 20 000 personnes qui ont perdu la vie. Des êtres chers qui manquent à l'appel, qui manquent à leurs proches. C'est une mère, un frère, un fils, une sœur, un cousin, un ami ou une amie intime que l'on pleure et à qui l'on n'a pas très souvent pu dire proprement, entre guillemets, au revoir. Et pour lesquelles, toutes ces personnes, aucun moment de recueillement, ni régional, ni national, n'a encore été organisé de façon assez incompréhensible. Le Covid, ce sont évidemment des premiers de corvée, première ligne, soignantes et soignants qui ont donné tant d'énergie pour sauver des vies, qui sont tellement épuisés, si peu soutenus. Des agents de nettoyage, des caissières, des caissiers, des agents de sécurité, les personnels de la RATP, de la SNCF, des travailleurs sociaux, des agents des cantines scolaires, toutes ces personnes qui ont pris des risques, qui n'ont pas ménagé leurs heures, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, qui n'ont pas ménagé et qui ne ménagent toujours pas leur dévouement. Ce sont, et
Je pense singulièrement à des départements comme la Seine-Saint-Denis pour l'exiguïté de certains logements, ou la Seine-et-Marne, dont beaucoup d'étudiants se sont sentis loin de tout. Ce sont des personnes isolées, jeunes ou âgées, qui ont vécu les confinements comme une terrible épreuve à tout point de vue, qui n'avaient pas la possibilité de s'isoler pour télétravailler, ou encore ce sont des parents un peu partout en Île-de-France qui ont dû conjuguer l'instruction scolaire de leurs enfants et le fait de continuer leurs propres tâches professionnelles dans des conditions pas toujours idéales, et parfois même certains se sont sentis un peu mauvais parents. Alors je veux les rassurer, ils sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne croient dans ce cas, et en fait chacun fait ce qu'il peut. Cette crise a aussi mis à jour, au grand jour je dirais, la béance des inégalités dans, et je le répète, et ayez-le bien à l'esprit, dans la région la plus riche du pays, la deuxième région la plus riche d'Europe. Plus du tiers de la richesse nationale est produite en Île-de-France. Et pourtant, nous sommes la région qui abrite des départements parmi les plus pauvres du pays. Près de 670 milliards d'euros de richesse produite chaque année en Île-de-France, et dans cette région, on recense plus de 750 000 demandes de logements sociaux, plus d'1 200 000 personnes mal logées. Près de 670 milliards d'euros de richesse par an, et 1 million de chômeurs. Un tiers des emplois détruits par cette crise l'ont été en Île-de-France, et dans certains départements, on craint encore, et je pense au Val d'Oise, cher Rachid, on craint encore une déflagration majeure. 45% des Franciliennes et des Franciliens qui déclarent avoir subi une perte de revenus pendant la crise sont en situation d'inquiétude et d'angoisse. Et puis, la crise de Covid, ce sont également évidemment des artisans et des petits commerçants, tous ceux qui ont été jugés non essentiels par le gouvernement, des restaurateurs, des cafetiers, des acteurs du monde culturel évidemment. Ce sont tous ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir redémarrer, qui craignent aujourd'hui de devoir licencier et faire faillite. Ce sont enfin toutes ces personnes dont les revenus étaient déjà modestes avant la crise et qui aujourd'hui n'arrivent plus à payer leur loyer ou à joindre les deux bouts. Ce sont des jeunes, désœuvrés, déprimés, sans ressources, dont certains viennent grossir les rangs des distributions alimentaires. Alors comment expliquer une telle vulnérabilité d'une région aussi riche ? Je vous le dis ici, et aux Franciliennes et aux Franciliens, cette situation ne relève ni du hasard ni de la fatalité. La droite régionale a désarmé l'Île-de-France face à la crise. Par idéologie, elle s'est désengagée de secteurs entiers de la protection des Franciliennes et des Franciliens. Baisse de la dotation générale de fonctionnement des lycées, baisse des financements des missions locales, baisse des aides aux copropriétés dégradées, baisse des aides aux entreprises, petites entreprises en difficulté, baisse des aides aux associations de médiation, de lutte contre la précarité et le décrochage scolaire, concentration des aides pour les grands groupes plutôt que pour les petites entreprises, sans conditions sociales ou environnementales pour ces aides. Aucune sanction pour les villes qui ne respectent pas la loi et comptent une trop faible proportion de logements sociaux. En revanche, sanction pour celles dont on considère qu'elles ont trop de logements sociaux. Et puis, il y a eu évidemment l'accélération du processus de privatisation du ferroviaire. Ce sont des choix politiques qui ne sont pas sans conséquences. On s'est un peu endormi sur ses lauriers en Île-de-France. L'Île-de-France a des atouts indéniables, bien sûr, pour le tourisme, pour les congrès, pour les salons internationaux, pour les sièges d'entreprises multinationales. Son attractivité est très forte. Ça, oui, l'actuelle présidente s'en est beaucoup servie de ces atouts-là. Mais où est la vision pour l'avenir de la région ? Où sont les mesures qui auraient pu la protéger d'une telle crise, développer d'autres secteurs d'activité et qui pourront la protéger des crises à venir, parce qu'on sait qu'il y a des crises à venir ? Où est l'ambition écologique ? Où est l'innovation sociale ? Où est la grande mesure structurante qui permettra l'accompagnement du passage de l'économie sociale et solidaire à l'échelle de grands acteurs économiques franciliens ou de pourvoyeurs d'emplois inclusifs et non délocalisables ? Où est la grande mesure comme la gratuité des transports de nature à prendre enfin nos responsabilités au regard de l'urgence climatique ? Citez-moi une mesure visionnaire et à la hauteur des enjeux des 15 prochaines années, des enjeux climatiques bien sûr et des enjeux sociaux. Où est le grand plan de rénovation énergétique du bâtiment ?
de réhabilitation de l'existant, de construction de logements neufs à basse consommation, de transformation des milliers de mètres carrés de bureaux non utilisés en logement, en incubateur pour les porteurs de projets ou encore en tiers-lieux. Non, le projet de Mme Pécresse, c'est encore plus de mètres carrés de bureaux inutiles et énergivores. Nous, ici, là, nous, Île-de-France en commun, nous mettrons en œuvre, dès les 100 premiers jours de ma présidence, des mesures grandes, amples, ambitieuses, non seulement pour faire face à l'ampleur de la crise actuelle, mais aussi pour protéger les Franciliennes et les Franciliens des prochaines crises, car il est temps. Il est temps de faire de cette région une région à l'avant-garde, une région qui tient son rang et sa responsabilité de première région de France et de deuxième région d'Europe. Il est temps de lutter efficacement pour le pouvoir d'achat des Franciliennes et des Franciliens et contre les inégalités. Il est temps, et nous nous donnons 100 jours pour sortir ensemble plus fortes et plus forts de cette crise. D'abord, en prenant soin de la santé de chacune et chacun, car la première crise dont nous devons sortir, c'est la crise sanitaire. La région a la possibilité de porter une politique de santé ambitieuse, même si ce n'est pas sa principale compétence. C'est pourquoi je proposerai un plan régional pour la santé des Franciliens. L'Île-de-France est devenue un désert médical. Plus de 4 millions de Franciliennes et de Franciliens disent avoir du mal à obtenir un rendez-vous chez le médecin. Je veux qu'on puisse se soigner plus facilement et plus rapidement en Île-de-France. Nous financerons la création de 180 maisons de santé dans les territoires qui manquent de médecins. Je sais que Jérôme Gage est en ligne avec nous. Il n'a pas pu être présent ce matin. Et Jérôme, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Et je suis heureuse que tu prennes la tête de liste départementale. On l'appelle comme ça, même si administrativement, ça n'existe pas. Mais la tête de liste dans l'Essonne, que l'Essonne retrouve avec toi son ancien président de conseil général et que tu puisses porter avec toutes tes colistières et tes colistiers de l'Essonne, ce programme, ce projet. Nous soutiendrons les hôpitaux publics de proximité que la majorité sortante a refusé d'aider pour qu'ils renforcent leurs urgences et leurs services de réanimation. Nous nous mobiliserons pour soutenir et accélérer la recherche sur le phénomène de Covid long qui handicape tant de Françaises et de Français des mois après que le virus a quitté leur organisme. De même, on sait que le Covid laisse derrière lui d'importantes séquelles psychologiques, pour celles et ceux qui ont été malades, bien sûr, mais plus largement pour tous ceux que la situation a traumatisés. Je veux renforcer les dispositifs de prévention et de repérage de la détresse psychologique dans les familles et dans les lycées, notamment en soutenant la création de postes d'infirmières, de psychologues scolaires et d'assistantes sociales. J'étais à l'instant, juste avant de vous rejoindre, en Zoom, avec un congrès de représentantes et de représentants syndicaux du monde de la santé scolaire, les infirmières, les assistantes sociales, les psychologues, et je leur ai redit mon engagement et mon soutien. Je veux renforcer les dispositifs de prévention et de repérage de la détresse psychologique dans les familles et dans les lycées, notamment en soutenant la création de postes d'infirmières, de psychologues scolaires et d'assistantes sociales. La région Île-de-France doit pouvoir épauler le système public de santé mentale pour mieux accueillir et mieux prendre en charge ces situations de souffrance. Il nous faut relocaliser la production de santé. Nous sommes aujourd'hui intégralement dépendants de nos importations pour notre santé. Pour armer la région face aux crises sanitaires, pour être mieux protégés face aux chocs, pour être résilients, il nous faut relocaliser une production de santé dans notre région. Je veux investir de manière beaucoup plus volontariste que la majorité sortante pour ouvrir de nouveaux sites de production, notamment de vaccins et de médicaments en Île-de-France. Il est temps de soutenir réellement l'emploi et les petites et moyennes entreprises en Île-de-France. La région a pour mission de soutenir l'activité économique, toute l'activité économique, pas seulement celle des grandes entreprises. Et je considère de la responsabilité de la région d'intervenir pour empêcher les faillites et les licenciements. Il est nécessaire, par ailleurs, que la région incite et accompagne les entreprises dans leur transition écologique et solidaire. Nous allons créer une banque publique régionale. Sur le modèle de la banque publique d'investissement, nous créerons cette banque publique régionale pour investir dans l'emploi local et la conversion écologique. Parce qu'il est temps d'investir dans une économie créant durablement de l'emploi non délocalisable, nous doterons la région de cet outil de soutien
et de planification de la réindustrialisation écologique et sanitaire d'Île-de-France. Sa première mission sera d'apporter des participations en capital pendant le temps nécessaire pour sauver les entreprises viables. Elle pourra mobiliser l'épargne locale pour l'emploi local via un livret A régional pour financer les nouvelles énergies comme l'hydrogène vert et les secteurs stratégiques comme la production de médicaments. Nous pourrons aussi, avec cette banque, entrer au capital d'entreprises viables mais fragilisées par la crise sanitaire et d'entreprises clés menacées de passer sous contrôle d'une puissance étrangère jusqu'à nationalisation, non, puisque nous ne sommes pas la nation, mais en tout cas régionalisation temporaire si nécessaire. Cette banque interviendra prioritairement dans les territoires les plus dévitalisés d'Île-de-France, notamment en Grande Couronne et dans les quartiers politiques de la ville, pour réduire les inégalités, par exemple via la location de terrains ou locaux à tarifs préférentiels pour inciter les entreprises à s'installer ou maintenir des commerces. Nous visons l'investissement d'1 milliard d'euros sur 5 ans, avec la moitié provenant de partenaires privés. Pour déterminer les priorités d'investissement et le programme de planification, nous réunirons une convention de la conversion écologique et de l'emploi local qui rassemblera des entreprises, des syndicats et des citoyens, et ce dès les premiers mois du mandat. Et je veux ici remercier et signaler le précieux travail de Gabriel Siri qui nous a aidés à élaborer cette forte proposition. Nous mettrons en œuvre un plan d'urgence pour les commerces locaux qui jouent un rôle essentiel pour le lien social dans nos villes et nos quartiers. Je débloquerai en urgence des fonds pour les secteurs les plus durement touchés. Ce fonds d'urgence aidera également la création artistique pour aider les acteurs culturels à surmonter la crise. Et puis, il y aura également des aides renforcées pour le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et bien sûr de la restauration. Et puis, il y aura des mesures spécifiques pour les territoires oubliés par la région, notamment des subventions pour les associations de proximité dans les quartiers solidaires et un soutien renforcé pour le maintien des commerces dans les zones rurales. Il est temps de se mobiliser pour l'emploi inclusif et non délocalisable. Nous ferons donc du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée un dispositif régional. Grâce à des entreprises à but d'emploi, nous transformerons les allocations en salaires et nous emploierons les personnes privées d'emploi pour répondre à des besoins sociaux et écologiques non satisfaits. Vous savez, le principe du territoire zéro chômeur de longue durée, c'est qu'on part des compétences de ceux qui cherchent un emploi pour les adapter à l'emploi qu'on leur propose. 10 000 emplois rebonds verts seront financés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, les associations et les ONG pour lutter contre le chômage des jeunes et contre le réchauffement climatique. Je créerai par ailleurs un contrat de transmission des compétences pour le maintien en emploi des seniors. Grâce à ce contrat, ils seront à certains moments des formateurs rémunérés par la région et à d'autres moments à leur poste de travail. Il nous faut répondre aux situations d'urgence en matière d'impayés de loyers aggravées par la crise. Je veux que la région aide les Franciliens à rester chez eux. Nous créerons donc un fonds régional de prévention des expulsions qui viendra abonder les dispositifs départementaux. Et plus largement, nous doublerons les crédits que la région consacre à la création de logements sociaux pour les familles à revenus modestes et à revenus moyens pour lutter contre la flambée des prix de l'immobilier qui continue malgré la crise et malgré le fait qu'on nous promet une désertion de l'Île-de-France par les Franciliennes et les Franciliens. Croyez-moi, il reste encore beaucoup de Franciliennes et de Franciliens qui veulent vivre en Île-de-France, qui veulent vivre décemment en Île-de-France et qui ne le peuvent pas faute d'un logement décent. Et puis, bien sûr, il est temps d'accompagner notre jeunesse. Alors, il me faudrait une autre conférence de presse pour vous présenter toutes nos mesures spécifiquement dédiées à la jeunesse, mais qu'il me soit permis simplement d'évoquer ici, en plus de la gratuité des transports, notre pass jeunes franciliens et jeunes franciliennes, qui garantira à tous les jeunes d'Île-de-France l'accès aux aides existantes auxquelles elles et ils ont droit. Il y a encore trop de non-recours à ces aides chez des jeunes qui y ont pourtant droit. Et la région sera là, d'abord pour faire un travail de coordination entre les aides à l'échelle municipale, départementale, régionale et gouvernementale et faire en sorte que chaque jeune francilienne ou jeune francilien sache, à partir de ce pass, qui sera probablement une application sur son téléphone intelligent, que chaque jeune francilienne ou jeune francilien sache à quelle aide
il a droit ou pas. Et pour ceux qui sont dans les situations les plus difficiles, ces aides peuvent représenter l'équivalent d'un RSA. D'ailleurs, à propos de ce RSA jeune, nous ne serons pas en mesure d'assurer financièrement un RSA jeune à tous les 18-25 ans. Mais nous soutenons cette mesure et nous poussons le gouvernement à reconsidérer la situation. Par ailleurs, nous réfléchissons à faire bénéficier aux 18-25 ans au moins des dispositifs préférentiels qui sont déjà prévus par la région pour les bénéficiaires du RSA. Ils n'auront pas forcément de la part de la région un versement du RSA, mais ils pourront avoir accès à des dispositifs préférentiels pour les bénéficiaires du RSA qui sont portés par la région. Et puis nous y ajouterons une aide sociale d'urgence, une aide de 150 € par mois dès notre élection pour les 100 000 jeunes les plus en difficulté en Île-de-France. Par ailleurs, je vous parlais tout à l'heure d'emplois rebond vert, 10 000 emplois qui seront financés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans les associations, dans les ONG, et nous créerons un corps civil de transition écologique et solidaire. Ce corps permettra chaque année à 50 000 jeunes franciliennes et franciliens de s'engager dans l'action pour le climat par un volontariat rémunéré. Dieynaba, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, toi qui es très porté sur les sujets d'éducation. Cette relance de l'Île-de-France, c'est un moment qu'il faut saisir pour dire quelles leçons nous avons tirées de la crise, pour affirmer qu'il n'est pas possible de continuer à faire comme avant et qu'il est donc temps de changer de présidence, de changer la façon dont est dirigée cette région. Notre région devra non seulement être exemplaire en matière de transition écologique et solidaire, avec une transformation des mobilités, des transports, de l'agriculture, de l'alimentation, avec de la rénovation énergétique, de l'économie d'énergie et le soutien aux filières de bâti durable, mais elle devra également être exemplaire avec un dispositif comme l'Assemblée citoyenne du long terme, avec la mise en œuvre, et François Gémen nous a rejoints et je l'en remercie, avec la mise en œuvre, cher François, du principe de non-régression. Nous nous sommes engagés et nous nous engageons, si je suis élue, non seulement à créer cette Assemblée citoyenne du long terme, qui n'est pas un nouveau Césaire, qui est une assemblée participative et délibérative de citoyens et citoyennes qui seront tirés au sort. C'est sur le modèle de cette Assemblée citoyenne du long terme qu'a été créée la Convention climat. Mais à la différence d'Emmanuel Macron, nous tiendrons compte des travaux et des avis et des préconisations des citoyennes et des citoyens, et nous mettrons donc en place ce principe de non-régression qui est si important et qui postule qu'une collectivité, qu'une région, qu'un État ne peut pas prendre des dispositions, des décisions, lancer des mesures qui soient moins disantes en termes de préservation de la biodiversité et de l'environnement que ce qui existe déjà en termes de textes et de réglementation. Nous voulons une région qui investisse dans les filières stratégiques pour une réindustrialisation verte, notamment l'hydrogène vert et le photovoltaïque organique. Nonobstant, je ne veux pas qu'il y ait confusion sur ce propos. L'hydrogène vert, c'est formidable. Le photovoltaïque organique, génial. Tout ce qui concerne le réemploi, le recyclage, l'économie circulaire, c'est formidable. Mais n'oubliez pas que tout cela ne nous privera pas d'une transformation profonde de nos modes de vie et d'une économie de nos énergies, d'une réduction de nos déchets. Le meilleur déchet, le mieux recyclé, c'est celui qu'on ne produit pas. L'énergie la mieux recyclée, c'est celle qu'on n'a pas consommée. Alors ça ne veut pas dire que nous aurons moins, mais ça veut dire que nous devons apprendre à avoir mieux, et c'est ce à quoi je vous engage. Nous voulons une région qui soutienne la relocalisation pour que nous consommions davantage de produits made in Île-de-France. Nous conditionnerons les aides régionales aux entreprises à des critères environnementaux et sociaux. Par exemple, leur bilan carbone, leur impact sur la biodiversité, le maintien de l'emploi, la qualité du dialogue social, la formation professionnelle continue, des critères d'égalité femmes-hommes, d'accessibilité ou encore d'emploi et de formation pour les personnes en situation de handicap. Nous formerons davantage aux métiers de demain, ceux du lien social, ceux de la transition écologique et solidaire, ceux de la logistique responsable, de l'économie de proximité. Il est temps bientôt pour moi d'en terminer, il est temps de donner sa chance à chaque jeune francilienne et chaque jeune francilien. Il est temps de donner à chacune et chacun le droit à la sécurité,
le droit à la formation et à l'emploi, le droit à un logement décent et bien isolé, le droit à une mobilité choisie, respectueuse de l'environnement et de la santé publique, bref, le droit à une vie apaisée. Il est temps également pour nous, dans une époque de haine débridée, de colères excessives, de violences permanentes, il est temps de relever le civisme, selon le mot de René Char, qui me guide au quotidien. Relevons le civisme en permanence. Ne cédons pas à la facilité de la formule, à l'emporte-pièce. Ne cédons pas à la caricature, à la posture. Nous sommes un peuple, le peuple français, qui a toujours aimé le débat, qui a toujours aimé la confrontation politique, qui a toujours aimé la discussion démocratique. Mais cela suppose un minimum d'écoute mutuelle, cela suppose un minimum d'échange. Au fond, ce qui est formidable dans la vie, c'est le moment où l'on discute avec quelqu'un avec lequel, a priori, on n'était pas complètement d'accord, et où cette personne vous oblige à repenser vos propres certitudes. Parce que personne n'a la vérité absolue. Personne ne sait tout sur tout. Et aujourd'hui, nous sommes face à un impératif, celui de l'urgence climatique, qui nous impose de la hauteur de vue, qui nous impose de la responsabilité, qui nous impose de relever le civisme et de construire ensemble une réponse responsable, efficace, solidaire à cette urgence, parce que, ne vous y trompez pas, ce n'est pas d'un côté le climat et de l'autre le social, d'un côté l'urgence climatique, de l'autre l'urgence sociale. C'est à travers les transformations et les solutions que nous mettrons en œuvre pour faire face à l'urgence climatique que nous lutterons contre les inégalités. C'est pour cela que, plutôt que la sociale écologie, je préfère parler d'écologie sociale. Je suis une militante de l'écologie sociale. Je porte, avec toutes celles et tous ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, et toutes celles et tous ceux, et François Gémen en fait partie, qui m'ont formé à toutes ces questions-là, l'idée d'une écologie transversale à partir de laquelle on construit le social, la lutte contre les inégalités, la transition écologique et solidaire. Et dans transition écologique et solidaire, le mot le plus important, c'est solidaire. Il nous faut, chers amis, relever le civisme et je suis persuadée que beaucoup de Françaises et de Français, beaucoup de Franciliennes et Franciliens aspirent à cet apaisement, aspirent à un débat politique de plus grande qualité, aspirent à plus de hauteur de vue. Et je suis là, avec mes colistières et colistiers, pour elles, pour eux, avec elles et avec eux. Je vous remercie de votre attention. Alors, moi, j'ai fini de parler, mais j'ai mes colistières, enfin, je vais répondre à vos questions, bien sûr, mais j'ai mes colistières et colistiers qui sont là, pas au complet, parce que, par exemple, Jérôme a une petite contrainte qui l'oblige à rester à distance, mais je voudrais quand même formellement les présenter, même si vous les connaissez, bien sûr. Alors, nous avons Bertrand Kern, qui est maire de Pantin et qui est notre tête de liste en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Nous avons Dienaba Diop, qui est notre tête de liste dans les Yvelines. Chère Dienaba, merci de porter avec moi cette campagne. Rachid Temal, mon directeur de campagne, qui est tête de liste dans le Val d'Oise, bien sûr. Excuse-moi Rachid, je te vois beaucoup en tant que directeur de campagne depuis 6 mois. Tu es aussi tête de liste dans le Val d'Oise, absolument. Paul Miguel, cher Paul, tête de liste en Seine-et-Marne. Hélène de Comarmont, ma chère Hélène, qui n'a pas été ma mère quand j'habitais à Cachan, mère émaillée, j'entends, qui est donc maire de Cachan et qui est tête de liste dans le 94, dans le Val-de-Marne, et puis bien sûr Nadège Azaz, maire de Châtillon, chère Nadège, et tête de liste dans le 92. Et puis,
Je crois que je n'ai oublié personne, hein. J'ai compté jusqu'à 8, je sais encore compter jusqu'à 8. Bon, oui, enfin, à 7 et 8, moi-même, tête de liste à Paris. Alors, j'ai demandé à Siem d'être là, Siem Abchi, qui est candidate sur la liste dans le 93. Joël Demier, qui est avec moi, candidat à Paris. Geneviève, tu n'es pas candidate avec moi cette fois-ci. J'en suis fort Marie, mais tu es très active dans la campagne. Tu peux nous dire en 2 mots pourquoi cette implication dans Île-de-France en commun ? Oui, bien sûr, ma chère Audrey. Et mon implication, elle est très simple. Moi, je suis une militante des droits humains de très longue date, conseillère de Paris avec Anne Hidalgo depuis juin dernier. Et si je te soutiens autant, d'abord, c'est parce que je te connais depuis longtemps. Je connais ton engagement, ta persévérance et puis combien tu portes tout ça. Et avec toi, je sais qu'effectivement, il y a une menace, la question climatique, il y a une volonté, la transition écologique, mais que l'accès au droit, la justice sociale, entre tes mains, ce sera quelque chose de concret. Et pour moi, c'est fondamental. Donc, tout mon soutien et je serai avec toi jusqu'au dernier jour pour que tu sois présidente de la région Île-de-France. Merci beaucoup Geneviève. Alors, je ne vais pas les faire tous parler parce que comme ils vont tous dire du bien de moi, vous allez penser que ça va un peu à sens unique, mais quand même, comme François Gemène nous a fait l'amitié d'être là. Alors François, tu n'es pas sur la liste non plus. Et c'est bien normal parce que tu as déjà tellement de choses à faire pour l'intérêt général. Mais tu soutiens Île-de-France en commun. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de soutenir Île-de-France en commun et la candidature d'Audrey parce qu'effectivement, d'abord, les régions sont un énorme levier d'action dans la transition écologique et solidaire. Par leur politique de transport, Audrey en a longuement parlé, par leur politique de logement. Et puis on voit aussi que la région Île-de-France est une région qui est très riche, mais qui est aussi marquée par les inégalités. Et qui a une nécessité très forte de lien entre les différents départements, entre les différentes classes. Et les transports peuvent précisément aider aussi à désenclaver certaines régions. Et donc il y a un aspect écologique et solidaire aussi dans la politique de transport. Et puis c'est aussi un engagement par amitié pour Audrey, dont je connais les qualités, que je connais quand elle était présentatrice d'émissions politiques sur iTélé, qui était encore une chaîne de gauche à l'époque. Puis que j'ai connue aussi et que j'ai accompagnée quand elle a été présidente de la Fondation Nicolas Hulot. Et donc je connais aussi ses qualités de gestion, ses qualités de responsabilité personnelle, ses qualités de hauteur de vue. Et ça, ce sont des enjeux importants quand on aspire à présider une région comme l'Île-de-France. Alors, sans parler de moi, est-ce que tu peux juste nous expliquer, mais vraiment en 2 phrases, parce que j'ai déjà fait très long, pourquoi la lutte contre le réchauffement climatique, c'est d'abord une question de lutte contre les inégalités ? C'est effectivement, quand on parle de la question du changement climatique, beaucoup imaginent encore que c'est une question strictement environnementale, enfermée dans une sorte de silo un peu parfois technique, réservé aux experts et réservé à des scientifiques comme moi. Alors qu'en réalité, c'est avant tout presque une question d'inégalité. D'abord parce que les plus vulnérables, qui sont à la fois évidemment les plus pauvres, mais aussi les plus âgés, ceux qui ont le moins accès à certains transports par exemple, seront plus durement touchés par les impacts même du changement climatique. Mais il y a une autre dimension qui est très importante. C'est que les plus vulnérables sont généralement laissés en dehors des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en dehors des politiques d'adaptation. Et très souvent, ces politiques d'adaptation aux impacts du changement climatique ou ces politiques de réduction des émissions vont être des politiques qui vont être pensées avant tout pour les couches les plus favorisées de la population. Et que si on veut que ces politiques transforment véritablement une région, il faut absolument qu'elles soient justes et équitables. Et des politiques qui ne sont pas justes et équitables, ce sont des politiques qui ne fonctionneront pas non plus sur le plan environnemental. Et donc il y a vraiment 2 aspects sur les inégalités. D'abord que les impacts du changement climatique vont toucher plus durement les plus vulnérables eux-mêmes, mais que les plus vulnérables, si l'on y prend garde, risquent aussi d'être plus durement touchés par les politiques de lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est un élément très important et souvent ignoré. Merci beaucoup François, c'est toi qui devrais être candidat en fait. Alors, Dieu m'en garde. Un mot de Siem. Siem, merci. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints, merci de me faire confiance et de t'engager dans le 93. Merci à toi. Je rejoins une femme libre.
Certains me connaissent depuis longtemps, hein, je rejoins des camarades de lutte. Je dis camarades de lutte parce que je viens de la société civile. La société civile a toujours travaillé main dans la main avec les élus. Hein. Ce n'est pas nouveau, cette histoire. Je rejoins cette liste dans le 93 tout simplement parce que ça fait plus d'1 an que je suis sur le front du Covid et que je gère la lutte contre la grande précarité, contre l'exclusion, et que effectivement les plus touchés sont les plus vulnérables et les plus pauvres. Et qu'on s'est retrouvés quand même, il faut le dire, à poil, il y a 1 an et demi, et que nous savons aujourd'hui qu'il faut que le curseur soit sur le social. Il n'y a aucun élu, aucun acteur digne de ce nom qui ne pourra pas vous le dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prévenir, protéger, éduquer et effectivement organiser au mieux la société. Et je remercie tous les acteurs de la société civile qui ont été sur le front du Covid. Cette société civile, elle a fait rempart. Les citoyens l'ont fait aussi. Le système D fonctionne encore, mais il a permis aussi de créer un élan de solidarité avec les élus qui ont été évidemment là, parce que sans eux, on n'aurait pas pu, dans certains territoires, lutter, c'était pas possible. Et donc, je crois qu'il faut leur dire un grand merci, parce que sans ces franciliens, on n'aurait pas pu y arriver. On y arrive tout juste. Donc, le combat continue, et cet élan de solidarité, il doit se poursuivre avec ta candidature, Audrey. Donc, je connais tes convictions de longue date, féministe engagée comme moi. Absolument. Sur la question de la lutte contre l'exclusion, évidemment, puisque c'était aussi un de tes chevals de bataille, et contre les violences, puisque nous savons que, en fait, le Covid a révélé nos fragilités. Je dis bien les nôtres, parce que ce sont les nôtres, auxquelles nous devons répondre aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Donc il faudra se mettre en œuvre et au travail tout de suite. Et il y a des grandes attentes, et je dis surtout aux Français et aux Françaises d'Île-de-France qu'il n'y a pas de fatalité. Ça a révélé nos fragilités, ça a révélé nos solidarités, ça a révélé aussi, et moi je recherche aussi des emplois, là, je cherche à embaucher. Il y a aussi des viviers d'emplois qui ne sont pas pourvus parce que la transition, elle est en marche, là, ça y est, on y est. Il y a énormément de secteurs, notamment de première ligne, de deuxième ligne, qui recherchent des emplois. C'est lié à la transition écologique dont tu as parlé, aux emplois verts, et c'est maintenant. Et donc, ce sont nos jeunes qu'il faut accompagner, nos jeunes qui sont isolés, qui sont dans des lycées aujourd'hui, qu'il ne faut pas simplement rénover, qu'il faut redéployer, qu'il faut revaloriser. Et je pense que tu as parlé de fierté. Je crois que l'idée, c'est d'être fier. Et je crois que l'Île-de-France, c'est aussi un phare qui doit montrer comment la France remet ce curseur sur le social et sur les urgences climatiques, environnementales, mais surtout d'être au plus près, protégé et relié. Et je crois que l'Île-de-France en commun est en route pour ça. Absolument. Merci beaucoup, Sienne. Je te reprends ça. Alors, je crois qu'il y a un deuxième micro là, ou alors on désinfecte. Est-ce que j'ai dit Jérôme Gage dans les têtes de liste ? J'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'étais pas sûre d'avoir dit. Il est là, Jérôme. Juste vraiment un mot de Nadège. Je ne peux pas vous faire tous intervenir, mais Nadège, parce que la question de la sécurité, et notamment de la sécurité dans les transports, parce que la gratuité des transports est une autre mesure phare, l'une de nos mesures phares, c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé. Et en tant que maire, alors Nadège, maire de Châtillon, Hélène est maire de Cachan. On a aussi avec nous, je parlais tout à l'heure de Bertrand Kern, maire de Pantin, mais Mathieu Hanotin qui est maire de Saint-Denis, Romain Collat dans l'Essonne, Yvan Lubraneski dans l'Essonne. On a beaucoup de maires avec nous sur cette liste parce qu'ils sont et elles sont au contact direct des préoccupations de leurs administrés. Et la sécurité en fait partie. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il s'agit là d'une aspiration prioritaire des citoyens, des franciliennes et des franciliens. On le sait, la situation s'est dégradée ces dernières années parce qu'il y a eu un fort désengagement corrélatif à la fois de l'État dans la police des transports, à la fois de la région Île-de-France au niveau des besoins humains. Et on fait face de plus en plus à tout un pan de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui mettent en œuvre des stratégies en fait de contournement parce qu'ils ont peur d'utiliser certains transports en commun. Nous avons des femmes qui disparaissent de l'espace public à partir de certaines heures parce qu'elles estiment qu'elles sont en insécurité dans les transports. Évidemment,
évidemment, en tant que républicain, en tant que militant engagé à gauche, eh bien, ce sont des choses que nous ne pouvons tolérer, que nous ne pouvons accepter. Il faut investir dans les questions de sécurité. Île-de-France en commun a un programme absolument complet sur ce sujet-là et nous entendons là, bien sûr, les aspirations de nos concitoyens. Absolument. Il est temps, dit Rachid. Il est temps de passer. Merci beaucoup, Nadège. Il est temps de passer aux questions. Alors, on commence par le Zoom, apparemment. Alors, voyons si cette cascade fonctionne. Florence, si tu allumes ton micro, il doit y avoir quelque chose comme ça. Oui, bon. Pour l'instant, on attend. Donc, on a proposé à nos amis journalistes connectés de poser des questions. Donc, dès que quelqu'un lève la main, je cède la parole. Je les ai tous assommés, ils se sont tous endormis. Alors, dans la salle, vas-y. Oui, allez-y. Il y en a un là, et on va vous donner du gel hydroalcoolique. On va essayer de faire les choses bien. Bonjour, je me suis émis ici en présentiel, désolé. Pierre Yvon pour l'AFP. Sur votre proposition phare des transports gratuits, vous avez parlé de taxer les véhicules pollueurs. Or, c'est une mesure qui avait... Les transports de marchandises, oui. Les transports de marchandises, à l'époque du président Hollande, c'était l'écotaxe avait été un grand échec. Comment vous comptez surtout avoir les bras, les moyens législatifs pour imposer une telle mesure qui est compliquée à mettre en œuvre ? Alors, sur le plan législatif, vous savez, cette loi climat, dont avec d'autres, je dis beaucoup de mal parce qu'elle est très insuffisante, elle est très peu ambitieuse, recèle au moins une petite pépite en son article 32, c'est-à-dire la possibilité pour les collectivités, et la loi a été solennellement proclamée la semaine dernière, la possibilité pour les collectivités de décider elles-mêmes, les collectivités régionales notamment, décider elles-mêmes de leur fiscalité écologique. Donc on va s'appuyer sur la loi et la mettre en application, mais en décidant après concertation, après en avoir discuté avec les principaux concernés du sujet et aussi avec d'autres présidentes et présidents de région. Je voudrais organiser très rapidement, une fois que je serai élue présidente de région, des assises de la fiscalité régionale, parce que l'Île-de-France, vous le verrez, ne sera pas la seule région qui sera intéressée par l'idée de mettre en place sa propre fiscalité écologique. D'autres régions ont déjà réclamé plusieurs fois, ont essayé de la mettre en place plusieurs fois. Il s'agira de trouver le bon véhicule, sans mauvais jeu de mots, pour mettre en place cette fiscalité et faire en sorte que la loi s'applique. Vous voulez tous faire un micro tendu, c'est ça ? Bon, alors en Zoom, comme il n'y a pas d'intervention en Zoom, je voudrais quand même, parce qu'il est loin, il nous manque, donner la parole, mais rapidement à Jérôme. Jérôme, si tu veux intervenir sur la question du grand âge et de la santé, parce que la question du grand âge, elle est au cœur de nos mesures. Vas-y, Jérôme. Oui, merci Audrey, en vous disant ma frustration de ne pas être à vos côtés, mais bon voilà, le Covid est dans la pièce d'à côté avec un petit cas contact, je suis cas contact de mon fils, donc je me mets à l'isolement, mais bien évidemment à vos côtés, et notamment sur ces questions-là. Tu as dit, Audrey, à juste titre, que la jeunesse était au cœur des préoccupations d'Île-de-France en commun, mais on fait le lien avec les solidarités intergénérationnelles. La crise a révélé que les enjeux de la longévité étaient cruciaux. Et nous voulons une politique régionale de la longévité qui accompagne les personnes âgées, qu'elles soient autonomes ou qu'elles soient plus dépendantes, qu'on puisse accompagner les aidants notamment, parce qu'il y a des enjeux de répit, et qu'on puisse accompagner aussi la participation active des personnes âgées à la vie sociale, à la vie associative. Et d'ailleurs, la mesure de gratuité est une mesure de pouvoir d'achat, mais aussi une mesure de mobilité, et donc de lien social et donc de lutte contre l'isolement pour l'ensemble des personnes âgées. Et puis on a une dernière mesure très emblématique, très forte, du fait d'une particularité en Île-de-France qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas tous. La moitié des maisons de retraite en Île-de-France sont des maisons de retraite privées. Il y a une sous-offre de maisons de retraite publiques. Et donc nous nous engageons, contrairement à ce qui a été fait par Valérie Pécresse depuis 5 ans,
à remettre des crédits de soutien à la création des maisons de retraite publiques pour permettre de baisser les tarifs dans ces maisons de retraite et de développer de véritables services publics de maisons de retraite. Moi, je l'avais créé en Essonne à l'époque avec le soutien de la région Île-de-France. On doit pouvoir aider tous les conseils départementaux qui veulent le porter pour des maisons de retraite accessibles financièrement à tous les franciliens. Merci beaucoup, Jérôme, merci. Et je découvre l'écran, donc je vais me signaler que la tête de liste d'Île-de-France en commun n'a pas changé. Je m'appelle bien Audrey Pulvar et pas Erwan Le Bihan, contrairement aux apparences. En tout cas, c'est le nom qu'on a déposé à la préfecture hier. Je crois qu'il y a une question du Parisien par Zoom. Oui, allez-y. Tout à fait. Une question de Marianne Guéraud du Parisien. Je lui ouvre le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, c'est la première fois que vous êtes tête de liste pour une élection. Je voulais savoir quels enseignements vous tiriez de vos premiers mois de campagne, comment vous appréhendiez ce nouveau rôle. Bah, écoutez, je vais de surprise en surprise. Et parfois, ce sont de bonnes surprises, donc c'est bien. Moi, je suis d'un naturel optimiste et je suis plutôt du genre à regarder ce qui va bien. Je dis souvent, comme je suis vraiment pessimiste, je suis vraiment optimiste. C'est-à-dire que comme je vois vraiment les situations de façon objective et tragique pour ce qui concerne, par exemple, l'urgence climatique, ben, je suis vraiment optimiste parce que dès qu'il y a une possibilité de monter vers la lumière, je la saisis. Donc voilà, j'apprends beaucoup, j'apprends tous les jours et surtout, j'apprends à entrer dans les habits de présidente de région d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous entendez par je vais de surprise en surprise? C'était quoi les bonnes, c'était quoi les mauvaises? On en parlera, on s'en reparlera après l'élection, Marianne. Si je puis me permettre de vous appeler Marianne, hein, Madame Guéraud, pardon. A priori, il n'y a plus de questions du Zoom. On va faire du micro tendu parce que je sens que nos amis ont envie d'y passer. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous.